Bonjour, aujourd'hui nous allons entamer une petite série de vidéos qui concerne les trucs et les astuces en usinage. Les trucs et les astuces qui m'ont été livrés par nos grands anciens, qui aujourd'hui sont à la retraite, mais j'ai quand même gardé quelques souvenirs de ce qu'ils m'ont raconté. Alors aujourd'hui nous allons voir comment reboucher un trou en faisant tourner un forêt à l'envers. Alors ça a l'air d'être un gag, mais pourtant ça marche, et vous allez comprendre pourquoi. Donc nous disposons d'une perceuse à colonne, de copeaux que nous avons récupérés, d'un tube qu'on a coupé. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ça uniquement. Je vais vous montrer un petit peu. On a percé un trou dans une pièce. On va récupérer d'ailleurs les copeaux. Et je vais vous montrer comment faire pour reboucher ce trou. Alors la plupart du temps, on choisit de changer de pièce si on s'est loupé, mais dans certains cas, surtout si c'est monté sur des châssis de machines, on est bien content de trouver un procédé pour reboucher un trou, surtout si il s'agit d'un métal qui n'est pas soudable. On a choisi de l'acier, mais on aurait pu choisir n'importe quel autre métal. Alors, tout d'abord, il va falloir faire tourner cette perceuse à l'envers. Comme nous sommes équipés d'un moteur asynchrone, je vais en profiter pour vous montrer comment faire tourner un moteur asynchrone à l'envers. Il suffit en fait d'inverser deux phases. Alors pour ça, on a besoin d'un petit peu de matériel électrique, un tapis isolant, des gants isolants, que j'ai préalablement testé, un appareil de vérification d'absence de tension, dont je vais vous montrer le fonctionnement, un ou deux tournevis et des TRN, ainsi qu'un casque pour éviter donc les flashs, et les coups d'arc, et bien sûr un bleu de travail, que je mettrai le moment venu. Donc je vais d'abord sectionner mon installation. On peut revoir un sou. Ouais, je vais sectionner mon installation. D'accord. Okay. Alors en théorie, on devrait mettre un cadenas si on s'éloigne de l'installation, pour éviter que quelqu'un ne redémarre. Bon, comme c'est moi qui vais faire tout ça moi-même et qu'il n'y a personne aux alentours, je ne vais pas prendre de précautions particulières, ce que je devrais prendre en temps normal, c'est-à-dire mettre des barrières de protection, etc. Un cadenas de consignation. Donc je vais donc ouvrir mon armoire électrique et vérifier sur le composant que je vais modifier, sur lequel je vais inverser deux phases, que je n'ai pas de courant. Il va falloir que je trouve un endroit où inverser deux fils. Donc, le courant arrive par là. Ensuite, on va sur le contacteur. Donc, et puis traverse un relais thermique. Et ensuite, va au moteur. Donc, je pourrais inverser les deux phases ici sur le boîtier du moteur ou sur le relais thermique. C'est peut-être le plus simple. Ou sur le contacteur. Mais là, on voit qu'il y a un certain nombre de fils qui sont en double. Je vais donc inverser les deux fils sur mon aval du relais thermique. Alors c'est parti. Je vais d'abord vérifier l'absence de tension. Je vais enlever ça parce que sinon ça va faire un son bizarre. Grâce à cet appareil. Alors cet appareil, c'est ni plus ni moins qu'un voltmètre, mais qui n'est pas tout à fait banal quand même, puisqu'il peut se tester. Alors pour le tester, je dois appuyer sur le bouton Autotest et ensuite donc faire se toucher les deux pointes. Et là, toutes les diodes doivent s'allumer. Alors pourquoi on a équipé un voltmètre d'un bouton Autotest ? Parce que si on avait utilisé un voltmètre normal qui était en panne, eh bien évidemment, on aurait pu détecter abusivement une absence de tension. Alors que là, on teste l'appareil avant, et on le testera de la même manière après, pour être sûr qu'il n'est pas tombé en panne avant la mesure. Voilà, donc je vérifie qu'il n'y a pas de fuite d'air, auquel cas j'ai plus à le jeter. Je vérifie l'absence de tension. Donc je teste la tension entre phases et je vais tester la tension entre chaque phase et la terre. Voilà, je n'ai pas entendu de bip, donc il n'y a pas de tension. Tu revérifies. Je vais revérifier mon appareil. Donc j'aurai appuyé dessus. Bah, tout va bien, il n'est pas tombé en panne, donc maintenant je suis certain, pratiquement certain, qu'il n'y a pas de tension. Je vais donc dévisser ces deux phases. Alors, est-ce que je peux... Voilà, je peux tout simplement inverser ces deux phases. Là, ça fera un excellent exercice de vérification d'absence de tension. Alors, je vais arrêter. Voilà, on voit bien que ça tourne à l'envers. Donc nous sommes prêts pour l'expérience. Donc j'ai installé
J'ai installé une petite plaque martyre en dessous. Parce qu'il faut quand même que je vous explique le procédé. Parce qu'il y a quand même une petite théorie métallurgique derrière tout ça. Donc, j'ai mis une petite plaque martyre en dessous qui va servir à boucher l'autre côté du trou afin d'éviter que les copeaux puissent partir de l'autre côté. Alors l'idée générale, c'est qu'est-ce que c'est? En fait, on va réaliser une opération métallurgique de mise en forme de procédé qui s'appelle le fritage. Le fritage, qu'est-ce que c'est? C'est porter à une certaine température, inférieure à la température de fusion, des copeaux ou des billes métalliques, hein, ça se passe comme ça en général, et puis essayer de les presser ensemble, et puis on va observer une coalescence qui sera pas due à la fusion, mais bon, ça s'appelle le procédé de fritage. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la gougure du forêt va conduire les copeaux vers le trou, et en même temps va les presser au fond, va les tasser en quelque sorte. Le forêt en tournant va donc échauffer le métal. L'inconvénient, c'est qu'on risque de dégrader le forêt, mais bon, voilà, si on a un trou à boucher, on va sacrifier un forêt. Si je le fais tourner très vite, je vais avoir une augmentation de température suffisante, qui peut monter jusqu'à 900 degrés, pour donc pouvoir réaliser ce fritage. Démonstration, donc c'est là que je vais utiliser mon tube, qui va me servir de réceptacle à copeaux. Je vais vider, il n'y a pas besoin, en fait, voilà, j'en vide une certaine quantité. Il n'y a pas besoin de beaucoup de copeaux en fait, hein, pour boucher un trou. Alors il faut quand même que je vise le trou, je suis un peu bête là. Voilà, hop. Donc, c'est parti. Voilà. Donc là j'exerce une pression importante. Là je sens une résistance. J'aurais dû mettre un peu plus vite. Bon, du coup, on fera une petite coupe parce qu'il faut quand même que ça ait le temps de chauffer. Ouais. Voilà, là on revient après 3 minutes. On a fait 3 minutes. Ouais, un bon 3 minutes quand même. On va arrêter. Et on va voir un peu ce que ça a donné. Alors il faut que j'enlève le forêt. Hop. Et bah c'est pas mal, regardez. Alors là on voit pas bien. On voit pas bien, mais le trou a été rebouché. Alors, je vais mettre un petit coup de meuleuse et puis on va voir que... Enfin, c'est peut-être pas extraordinaire, hein, mais... Ça n'a pas bien marché autant que je l'aurais voulu, mais quand même... On peut enlever la limaille là, qui est dessus pour mieux... Ouais. Voilà, il n'est pas totalement rebouché, mais... D'accord. Je sais pas s'il est étanche, mais je vais mettre un petit coup de meuleuse et puis on va voir ce que ça donne. D'accord. On va pas meuler ce meule est le même. Alors donc regardez, vous voyez c'est pas parfait, je suis pas très satisfait. Voilà, c'était un petit truc. On peut retourner? Ouais, on peut retourner. Ouais. Ah ouais, quand même. Là. Ce côté-là, c'est pas mal. D'accord. Voilà. Donc en conclusion, voici un petit procédé simple que m'ont légué mes chers collègues aujourd'hui à la retraite. Et qui m'a pas été très utile, il faut bien le reconnaître aujourd'hui, mais ça peut toujours servir quand vous êtes sur un chantier, vous n'avez pas d'autre moyen de savoir reboucher un trou avec une perceuse. Eh bien, la prochaine fois, nous verrons comment percer l'inox avec une gousse d'ail et des tôles avec un chiffon. Ok, merci monsieur Lard.